Face à l'Afrique, aujourd'hui reçoit deux Centrafricains et nous allons parler donc de la fête de l'indépendance de la Centrafrique le 13 août 1960. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes donc sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc je reçois aujourd'hui deux éminents professeurs. Le professeur Passema Ndiago, bonjour. Bonjour Kara. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et également donc un grand écrivain, et Monsieur Victor Bissengue, qui est sur ce plateau, qui est anthropologue également, donc qui vont nous parler aujourd'hui de la Centrafrique, de leur pays d'origine. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, nous allons parler la Centrafrique, la République centrafricaine, à l'occasion du 65e anniversaire de la déclaration de l'indépendance de la République centrafricaine, donc le 13 août prochain. Et donc aujourd'hui, vous allez donc nous parler de ce beau pays qui est au centre de l'Afrique, mais qui a une histoire méconnue par sur le plan international, mais également au niveau de notre continent. Donc, alors, parlez-nous un peu, donc on plante les décors. Parlez-nous un peu, professeur, donc de la Centrafrique. Il est situé où? Et donc, qui sont les peuples qui l'habitent? Merci Kara d'ailleurs de nous recevoir dans ce studio de la télévision Afrique 1 TV. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête d'indépendance, comme c'est d'habitude le cas, à mes compatriotes centrafricaines et centrafricains, qui fêtent, comme tu viens de le dire, le 65e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays. Et pour aller droit au but par rapport à la question que tu me poses, que tu nous soumets, les Centrafricains sont un peuple multinational, donc constitué de plusieurs nations, de plusieurs familles, ce que d'aucuns appellent des ethnies, qui pour nous sont des nations. Nous sommes situés sur un territoire de 623 000 km². On parle de 5 millions d'habitants. Nous devrions d'abord un jour lancer dans un véritable recensement pour déterminer avec exactitude le nombre de la population centrafricaine, répartie sur 623 000 km², subdivisés en 20 préfectures, en 5 régions. Donc, voilà comment sont organisés notre pays aujourd'hui. Et on se retrouve là aujourd'hui pour parler d'abord de l'origine des Centrafricains. Parce que ces derniers temps-ci, on présente la Centrafrique comme étant un pays qui est confronté à des conflits, à des guerres en tout genre. On s'imaginerait que les différentes parties, les différentes composantes de la population centrafricaine s'entre-dedans, s'entre-déchirent. Eh bien, ce qui n'est pas pour nous le cas. Alors, comme ce n'est pas le cas, eh bien, on va sortir un prétexte, on va dire, ben oui, donc c'est une guerre de religion qui oppose les différentes composantes de la Centrafrique. Les peuples centrafricains sont d'abord les différentes branches d'un même arbre. Il y a en Centrafrique l'équivalent de 70-72 nations constitutives de la population centrafricaine. Nous sommes des populations qui ont une histoire très très lointaine. L'humanité étant née en Afrique. Le peuple centrafricain tel qu'il se présente aujourd'hui, pendant le 4e millénaire de notre ère, donc il y a plus de 5000 ans, s'était déjà constitué et vivait dans l'emplacement de ce pays-là, avec une partie du Soudan actuel, de la République démocratique du Congo actuelle et d'une partie du Tchad actuel, et de l'ensemble de ce que c'est que la Centrafrique. Eh bien, ces populations vivaient dans un royaume qu'on appelait le royaume de Kush, K-O-U-S-H. Ça, c'est très important de le que celles et ceux qui rappeler. nous écoutent, oui, le royaume de Kush, qui est situé au sud de l'Égypte, ce royaume-là, qui était en place depuis plus de 5000 ans. Et c'est de cette partie de l'Afrique que l'un de nos ancêtres, que les historiens présentent comme étant un certain Narmer, va quitter le royaume de Kush, il va monter vers ce que nous appelons le pays de Kama, parce qu'il y avait des royaumes qui étaient tout au long, depuis le delta du Nil jusqu'à la première cataracte. Eh bien, Narmer va monter là-bas, il va réunifier tous ces royaumes-là en fondant un vaste empire qui va prendre le nom
de l'empire de Kama que les Grecs vont baptiser empire égyptien. Il sera l'un des premiers pharaons, celui qui va fonder la première dynastie qui va régner sur l'empire pharaonique, jusqu'à la 25e dynastie. Eh bien, donc, nous, Centrafricains, parce que ceux qui sont à la tête de notre pays depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui ne prennent pas la peine d'expliquer à nos compatriotes d'où ils viennent, quelle est leur histoire. Bah, peut-être eux-mêmes ne le savent pas. Sans doute, ça c'est évidemment. Et ceux qui écrivent... Ils ne font pas appel à des professeurs comme vous, eh bien, malheureusement, pour le rappeler. Ceux qui écrivent sur nous, généralement, sont des Européens, qui se disent africanistes, centrafricanistes. Des Européens qui ne parlent pas la langue Baya, qui ne parlent pas la langue Banda, qui ne parlent pas la langue Yakoma, la langue Bakamanja, et qui se disent qu'ils sont spécialistes de notre histoire. Et ils écrivent sur nous. Ce qu'ils écrivent sur nous, nous considérons ceci comme étant du révisionnisme. C'est-à-dire qu'ils revisent notre histoire qui n'est pas objective. Or, pour revenir à nous maintenant, nous vivions dans ce royaume qu'on appelle le royaume de Couche, qui était je disais bien, au 4e millénaire avant l'ère actuelle. Donc, si je prends l'ère actuelle, 4e millénaire plus nous sommes au 20e siècle, donc ça fait 6000 ans. Ça fait 6000 ans, je disais 5000, 6000 ans. Donc, nous vivons là, dans ce royaume. Ce royaume a existé jusqu'en l'an 350 de notre ère. On parle de Napata, on parle donc de la Nubie, qui s'étendait jusque pratiquement en Éthiopie. Parce que si vous prenez une carte d'Afrique, le Soudan, qui a des frontières avec l'Éthiopie, une partie de la République démocratique du Congo, et jusqu'à chez nous. Donc, les populations qui étaient là, qui étaient les différentes composantes de l'empire de Couche. Cet empire de Couche, qui, dans l'histoire de l'humanité, a été dirigé par des femmes à partir du 5e siècle jusqu'au 2e siècle, 5e siècle avant l'ère actuelle, et le 2e siècle après l'ère actuelle. Donc, ces femmes-là, lorsque Alexandre le Grand, le grec, qui a envahi l'Asie, qui a envahi une partie de l'Égypte, puisque lorsque Alexandre le Grand est arrivé en Égypte, il va fonder une ville qui va porter le nom de Alexandrie, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Alexandre le Grand va vouloir descendre chez nous. Eh bien, les reines qui régnaient à la tête de notre empire de Couche lui ont infligé une défaite. L'unique défaite d'Alexandre le Grand, que ce conquérant, agresseur qui attaque les peuples, eh bien, il a essuyé son unique défaite chez nous, au royaume, donc chez les Couches. Ils lui ont barré le chemin. Les femmes l'ont vaincu. Ont vaincu son armée. Il a été obligé de replier. C'est les Kandas. Et ce sont les Kandas qui ont conçu et inventé le système de gouvernement qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, avec une alternance bien huilée, où on ne se maintient pas au pouvoir indéfiniment, comme d'autres Africains qui ignorent notre histoire, veulent l'imposer à nos peuples aujourd'hui. Les Kandas ont conçu, élaboré et mis en place un système de gouvernement qui va rester à la tête de ce royaume, je dis bien, jusqu'en 350. Nous avons connu la décadence, notre royaume a connu la décadence à partir de l'an 350, donc ça fait exactement, si je dirais, 1995 années. Si vous enlevez 350 de 2025, puisque nous sommes en l'année 2025, ça fait 1995 à peu près. Eh bien, donc, vous voyez, ça fait à peine 1995 que notre royaume a disparu. Et nous sommes obligés donc de nous replier vers le sud, nous déployer. C'est ainsi que vous trouvez les Bayas qui vont jusqu'à l'ouest de notre pays, jusqu'au Cameroun, les bandas qui se dispersent un peu partout, qui vont donc en République démocratique du Congo, au Soudan, il y a d'autres qui sont restés très nombreux au Soudan. Vous avez les Sahara qui vont donc au Tchad, et qui d'autres sont restés chez nous, les Mbandi, les Yakoma, les Dendi, qui sont en République démocratique du Congo, ainsi que les Togo, les Langba, etc., qui sont en République démocratique du Congo, ainsi que les Mbaka. Donc, vous voyez, beaucoup de peuples comme ça. Donc, notre peuple est un peuple multinational qui a une histoire ancienne. Et je termine rapidement là-dessus, Kara, pour dire. Parce que souvent, quand vous lisez les publications qui se font sur nous, on dit que bien, le peuple centrafricain est tombé du ciel à partir du 16e, 17e siècle, avec l'arrivée des colons blancs. Comme si, avant l'arrivée des colons, on n'existait pas. Il y a un qui va même pousser le cynisme, enfin le ridicule, jusqu'à publier un manuel de propagande pour nous dénigrer, pour dire que la Centrafrique,
c'est le pays qui n'existait pas. Or, un pays, c'est un ensemble de territoires habités par des êtres humains. Donc, si aujourd'hui ce pays porte le nom de Centrafrique, mais le pays en lui-même a existé bien avant d'avoir changé de nom. Changer de nom ne veut pas dire qu'on n'existait pas. Bon, exactement. Voilà. Alors, donc, maintenant, je me tourne vers l'anthropologue et qui a attentivement écouté votre récit. Mais il y a un peuple que je n'ai pas entendu dans votre récit. Lui, il est spécialiste de ce peuple. Il a écrit un livre sur eux, les Pygmées. Donc, quelle était leur place à eux? Est-ce qu'ils étaient là avant? Est-ce qu'ils étaient là après? Donc, quelle est votre analyse là-dessus, professeur? Oui, je crois qu'il s'agit de ces populations qu'on appelle les Pygmées. Alors, les Pygmées font partie des mêmes populations qu'on trouve partout en Afrique et qui descendent aussi de ce prototype qu'on appelle Homo 1, c'est-à-dire l'Homo sapiens. Et cela ne pose pas de problème aujourd'hui, c'est acquis. Seulement, la question est de savoir si les Pygmées font partie réellement. Et oui, parce que dans cette vallée, la vallée du Nil, et la région des Grands Lacs, et c'est à partir de là que la vie a pris naissance. Et ce qui est aussi admis aujourd'hui. Et d'ailleurs, des chercheurs en Europe ont eu à baptiser un spécimen qu'on appelle Lucie, et qui, à l'âge de daté, c'est 3 500 000 ans. Et c'est ceux-là qui ont précédé donc ce prototype Homo 1, c'est-à-dire l'homme sage, c'est-à-dire l'homme comme vous et moi, c'est-à-dire l'humain d'aujourd'hui, ont comme prototype Homo 1. Et il se trouve que les Pygmées, mais eux aussi, ils ont le droit de revendiquer quel est leur ancêtre. Donc, ils descendent de même ancêtre. Et puis, ce qu'il faut voir, quand on parle des Pygmées, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on le retrouve dans une zone particulière, c'est-à-dire la grande forêt. Mais il faut dire que cette grande forêt qui est située au niveau de Congo, la Centrafrique. Voilà, c'est-à-dire, citez-nous les pays à peu près où oui. Il y a le Gabon, il y a le Congo. Oui, voilà, donc il y a le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazza, le Congo, et la République démocratique du Congo, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, le Burundi. Et c'est donc ils ont un vaste territoire. Voilà, alors, ils étaient donc dans ce vaste territoire et aujourd'hui on peut le trouver. Mais il se trouve aussi que à une époque reculée, il y a eu ce qu'on appelle la désertification. D'où on parle du Sahara, on parle du Sahel. Il faut dire que ces régions, aux environs de 11 000 ans jusqu'à 5 000 ans, eh bien, c'était la grande forêt. C'était verdoyant. Et c'est beaucoup plus tard, à partir de 6 000 ans, 5 000 ans, que le phénomène, et qui est périodique d'ailleurs, a commencé par se développer. On parle de problème de la forêt aujourd'hui, comme si c'est la première fois que ça arrive, c'est cyclique. Donc, ça arrive régulièrement. Je crois même tous les 21 000 ans. Alors, donc, ça arrive régulièrement. Et c'est à partir de ce moment qu'il fallait chercher des endroits plus paisibles, où il y a de l'espace ou de la forêt, etc. Mais sinon, la forêt, à cette époque-là, où on parle des Pygmées, s'étendait beaucoup plus loin, c'est-à-dire au-delà, à partir de l'équateur, au-delà de la République centrafricaine jusqu'au Darfour, le Tchad, le Soudan. Et les Pygmées se promenaient dans toutes ces régions-là. Circulaient librement. Parce qu'il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Donc c'est ce phénomène qui a fait que eux, ils étaient les premiers à chercher un endroit qui pouvait leur convenir. Donc ça fait des millénaires qu'ils sont dans ces régions-là. D'ailleurs, à moins de 2400 ans, ils se promenaient et il y a au moins par 2-3 fois, et il y a des documents qui existent qui montrent bien qu'ils se sont retrouvés en Égypte, à la cour royale. Et
D'ailleurs, peut-être bientôt, il pourrait avoir une contribution par rapport à cet aspect, ce pygmée qui vient de la région qu'on appelle Yam. En fait, Yam, c'est l'Afrique centrale, la République centrafricaine, le Soudan, parce que c'est toute cette zone-là verdoyante. Eh bien, les pygmées, librement, ils pouvaient s'aventurer, aller jusque-là. Donc, c'est ça aussi. Il n'a besoin ni de visa, ni de passeport. Mais non, pas du tout. Et pas du tout. Et c'était cela. Et ils étaient recherchés en Égypte. En Égypte, ils les connaissaient. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas dévalorisés par l'Égypte. Mais c'est beaucoup plus tard que les gens commencent à se faire des idées. Parce qu'à cause de leur connaissance, ils ont la maîtrise. Même jusqu'à maintenant, ils sont sollicités. Alors, donc, c'est le problème des pygmées. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux. On les a sédentarisés. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, ils représentent quoi? Oui, ils sont... Passima, tout à l'heure, le professeur Passima l'a dit, c'est un problème de recensement. Et en plus, ils sont dans la forêt profonde, c'est très difficile. Mais il y a une évaluation, on pense à 100 000 ou 200 000, et là, c'est difficile, c'est un problème de recensement qu'il va falloir faire. Alors, à partir de ce moment-là, qu'on ne nous dise pas que cette région n'est pas habitée. Vous voyez le cas des pygmées, et ils se promenaient jusqu'en Égypte. Alors, ils étaient amenés là-bas, il y a des témoignages, et surtout le pharaon Pipi II, qu'on appelle aussi Néferkaré, de la 6e dynastie. Son grand-père avait à la cour aussi un pygmée, et on leur réservait des activités beaucoup plus intéressantes. On ne se moquait pas d'eux. Et il faut dire que je précise que ils avaient des noms bien précis. On les appelle des Dénègues, les Aka, des Dénègues. Alors que les nains, les gens qui ont une déformation physique, on les appelle Némou. Donc on faisait bien la différence. Et il n'y a pas de confusion possible. Alors donc, et c'est pour cette raison que les pygmées aujourd'hui font partie des habitants. Ce sont des citoyens. Des citoyens à part entière. À part entière, oui. Oui, à part entière. Alors, des expressions que j'entends, on dit terra incognita, ou on va dire tache blanche sur la carte de l'Afrique, etc. Concernant la Centrafrique. Oui, et concernant particulièrement la République centrafricaine, que c'est cela. Alors donc, c'est un pays non habité qu'il va falloir conquérir, qu'il va falloir occuper, puisqu'il n'y a personne. Mais vous voyez bien que l'histoire nous montre que... Donc c'est tronqué, c'est pas... Voilà. Ça ne correspond pas à la réalité. Non. Et l'archéologie, il n'y a pas beaucoup de fouilles, mais le peu qu'il y a eu, eh bien, on peut remonter jusqu'à au moins 3000 ans. Or, quand on parle de 3000 ans, eh bien, on arrive à Narmer, comme le professeur Passima l'a dit tout à l'heure, à Narmer. Donc, à cette époque-là, eh bien, ces pays, ces territoires étaient occupés. Voilà. Et il ne s'agit pas d'un espace vide et le premier qui arrive l'occupe. C'est ça aussi une partie de l'histoire qu'il faut connaître. Maintenant, la population de ce territoire qu'on appelle les républiques centrafricaines est évaluée aujourd'hui à 5 millions ou 6 millions, mais c'est aujourd'hui. Mais lorsque les Français sont arrivés et la première estimation qui a été faite, ben, ça donnait autour de 6 000 à 10 millions. 6 millions à 10 millions. Ah bon, d'habitants qui étaient là? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, à l'indépendance, on tombe, c'est-à-dire en 1960, 13 août 1960, on arrive à un chiffre de 1 million. Pourquoi? On a coupé une partie du territoire qu'on a rattaché à un autre pays? Non, pas du tout. Massacre. Parce qu'ils ont été décimés. Oui. Ils étaient partis de différentes façons. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène qu'on appelle de traite
Et aussi, il y a le phénomène qui est lié à la colonisation. Et beaucoup sont morts. Et un exemple que beaucoup de gens connaissent, c'est le chemin de fer Congo-Océan. Beaucoup sont morts, ont été forcés. D'ailleurs, le terme qui était en vogue en ce moment-là, les travaux forcés. Alors, certains sont partis là-bas, sont morts. Et certains, Sans retour. oui, ont fui parce qu'ils ont fait des guet-apens, ils ne se sont pas laissés faire. Et beaucoup ont préféré mourir dans la brousse que de faire, de supporter les travaux forcés, Voilà. ou y compris le portage. Oui, donc c'est le transport à dos d'homme. Vous voyez, donc c'est ça aussi qui a participé, en dehors des maladies, et tout cela a amené cette population très nombreuse à se réduire et finalement tomber à 1 million. Voilà, donc c'est ça aussi. Donc ce n'était pas un terrain ou un pays, une terre vide. Et ça a toujours été habité. Vous voyez, lorsque on touche au problème qu'on appelle la traite, ou tout simplement le razzia, le terme des razzias. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, on continue à faire, quand on fait des recensements, il y a toujours une population qu'on appelle les bandas, les manjas, qui sont toujours les populations les plus nombreuses. Ils viennent d'où? Mais il faut nous le dire. Ils viennent donc de ce territoire-là, Ubangui-Chari, qu'on appelle Ubangui-Chari, République centrafricaine. Certains se trouvent au Soudan, et certains sont au Zaïre, et certains sont au Cameroun, certains sont au Tchad. Ils se sont dispersés parce qu'ils subissaient des situations qui ne permettaient pas de vivre sa vie comme il le faut. Et le professeur Passema l'a bien présenté, il a bien dit. C'est pour cette raison qu'il faudrait qu'on se le dise bien. Ce n'est pas un pays où les gens sont sortis comme ça par magie de la terre. Ils étaient toujours là. Oui, ils viennent d'où? Alors, donc, professeur Passema, maintenant, donc, vous avez évoqué donc, le pan entier de cette histoire, donc vous nous avez éclairé là-dessus. Et donc maintenant, la population centrafricaine actuelle, parce que maintenant, il y a un brassage, donc des peuples qui sont venus aussi du Tchad, et donc maintenant, on dit chrétiens, musulmans, animistes. Maintenant, qu'est-ce que le nouveau centrafricain? Alors, il faut quand même se dire une chose, c'est que en quelques décennies, la composition du peuple centrafricain n'a pas beaucoup changé. N'a pas du tout changé. Parce que s'il y a des populations venues d'autres parties de l'Afrique, bon, il y a quelques individus. Il n'y en a pas des milliers, des communautés entières. Il y a en Centrafrique les mêmes composantes depuis le IVe siècle. Depuis cette période que vous évoquez. Voilà, depuis l'an 350 de notre ère, avec la disparition de l'Empire de Kouch. Donc on ne peut pas considérer des communautés comme des étrangers. Ah ben non, il n'y a pas de communauté étrangère. Il n'y a pas de communauté étrangère, puisque il y a des individus, sans pas parler de communauté étrangère, il y a des populations venues du nord du Tchad, qui sont issues du viol que lorsque les arabo-musulmans ont mis pied sur le continent africain en l'an 639, notre ère. 639-641, qui se sont déployés. Ils ont attaqué les populations qui étaient là sur place. Ils ont enlevé des jeunes gens, filles et garçons, de 13 ans. Ces filles ont été violées, des populations intermédiaires ont été créées, et d'autres populations ont été soumises, arabisées. Et au fil du temps, ils sont déracinés. Et ces populations, on les retrouve au nord du Tchad et du Soudan. Et ce sont ces populations-là qui ont été utilisées
pour descendre vers le sud de l'Afrique, là où nos populations sont restées intègres, pour perpétrer les agressions, les razzias, les kidnappings, qu'ils appellent razzias d'ailleurs. Et donc, progressivement, il s'est trouvé que depuis le début depuis les années 50-60, quelques-unes de ces populations venues du nord du Tchad et du Soudan, pratiquement du nord du Tchad, se sont infiltrées en Centrafrique. Ils se sont installés là-bas. En se disant que, bon, ils viennent ici, ils viennent en Centrafrique, sous prétexte de fuir les guerres interminables qu'il y avait au Tchad. Donc pour nous, ceux qui sont en Centrafrique, qu'on peut appeler arabes, noirs, donc nous appelons des noirs-arabes, sont des réfugiés tchadiens. D'accord. Des communautés de réfugiés tchadiens, qui sont en Centrafrique, de confession musulmane. Ouais. De confession musulmane. En sachant que si on prend le problème du Tchad, où une majorité de Sahara du Tchad, face à une minorité nordique arabo-musulmane et qui est à la tête du pays, donc la junte tchadienne, eh bien, qui entretient les conflits, les affrontements jusque ces derniers temps-ci, et nous subissons donc la venue de ces populations-là. Ne perdons pas de vue que des années 60 jusqu'en 2014, nous avons reçu des milliers de réfugiés soudanais, sud-soudanais, qui étaient des Zakara, des Andés et des Banda, qui étaient restés sur notre territoire jusqu'en 2014. Lorsque la Centrafrique a connu une sorte d'invasion en 2013, eh bien, ces populations nordiques-là, qui n'étaient pas de confession musulmane, sont retournées au Soudan. Ce que les Centrafricains, aujourd'hui, demandent à ce que ces populations étrangères, qui sont pratiquement incompatibles avec les autochtones, puisque ça crée des problèmes depuis les 30 dernières années. Donc, les Centrafricains eux-mêmes, les différentes composantes, parce que quand on parle de conflit, il n'y a pas de conflit religieux. Il ne peut pas y en avoir. La Centrafrique, et puis parler d'animisme et de christianisme, ça c'est de la propagande occidentale, particulièrement française. Oui. On nous dit, en réalité, que la population centrafricaine est composée à 95% de ce qu'ils appellent animistes, chrétiens, etc., mais qui ne sont pas des musulmans. Il y a une infime minorité constituée d'à peu près 5% de la population qui est musulmane. Comment peut-on imaginer qu'une population de 5% va s'armer pour envahir tout un pays aussi vaste que la Centrafrique, 623 000 km², et massacrer la majorité des 95%. Et en ayant l'esprit que le bon sens voudrait que, lorsqu'il y a une telle entreprise, mais ce ne sont pas tous les 5% qui vont se lever pour faire cette invasion-là. C'est seulement quelques-uns de 5%. Donc, c'est impossible qu'une infime minorité de musulmans se lève pour déclarer la guerre à l'ensemble de la population et la massacrer. Donc, c'est pas possible. Il y a eu une invasion qui a été perpétrée, organisée par la France et ses alliés du Golfe depuis des décennies pour entretenir ce que nous appelons un remplacement de population. C'est un phénomène qui remonte à longtemps et on présente ça à l'opinion internationale, à l'opinion africaine, comme quoi, oui, dans ce pays là-bas, il y a un conflit entre des musulmans et des chrétiens. Il n'y a pas de conflit entre les musulmans et les chrétiens. Et puis bon, les chrétiens en question, ce n'est pas toute la grande majorité de la population qui va à l'église tout le temps. Quand vous allez dans l'ensemble du pays, il n'y a pas des églises partout où les gens passent leur temps à aller prier dans les églises. Ceux qui sont à la campagne, qui vivent leur misère, eh bien, cherchent plutôt à vivre, à aller dans les champs, à s'occuper de leurs occupations, que de perdre leur temps à l'église. Absolument. Donc, on ne peut pas dire que, certes, l'occupation du pays par la France a attribué des appellations de non-chrétiens. Avoir un nom chrétien ne signifie pas que les individus sont chrétiens. Voilà le critère que les Français utilisent pour dire, mais oui, ces gens, comme ils ont tous des noms français, donc c'est des chrétiens. Ce qui est totalement faux. Ce ne sont pas des chrétiens. Donc, les Sud-Africains n'ont que faire de cette histoire-là. Ils sont plutôt soumis à une agression. Et j'ai établi la liste des composantes de la Centrafrique, que je peux donc livrer, pour que nos compatriotes sachent bien que, en Centrafrique, pour terminer là-dessus, qu'il y a de manière précise ces nations constitutives du peuple centrafricain qui sont les Aka, comme l'a dit le professeur Bissengue, qu'on appelle parfois Baninga, les Ali, les Baninga, les Banda, les Bandayangere, les Bangando, les Bangui, les Bassiri, les Biri,
les Bokare, les Bofi, les Bomitaba, les Buraka, les Dagba, Dakpa, Denji, Baga, Banu, Banziri, Baya, Baya Bianda, Baya Bokare, Baya Bouli, Baya Kaka, Baya Kara, les Gui, les Gobu, les Goula, les Isongo, les Kaba, les Kaka, les Patre, les Krech, les Laka, les Langba, les Langbashi, les Linda, les Luto, les Manja, les Mbaye Valley, les Mbimu, Mbola, les Mbre, les Muruba, les Monzombo, les Piemo, les Ndji, les Ndri, les Ngao, les Ngapudakpa, les Ngbaka, les Ngbaka Manja, les Ngbandi, les Ngbugu, les Ngoma, les Nzakara, Ngugu, Ngundi, Pana, Runga, Sabanga, Sango, Sara, Tabango, Tabango, Teli, Vidri, les Yakoma, les Yangere, les Yuku et les Zande. Voilà les différentes. Donc, et toutes ces communautés existent encore là-bas. Existent aujourd'hui. Les compatriotes qui nous écoutent ce jour-là ont retenu ces noms-là. Je les salue et je les encourage à rester fiers de leur identité. Parce que c'est notre richesse. Nous sommes une famille de 71 enfants. Un Zandé est le frère d'un Aka. Un Ali est le frère d'un Yangere. Un Banda est le frère d'un Yakoma. Un Sango est le frère d'un Bakamanja. Ce sont des groupes. Donc ce sont des groupes. C'est que les groupes. On ne peut pas dire qu'il y a des sous-groupes, non. Non, c'est vrai que bon, quand on parle par exemple les bandas Linda, les bandas Bougou, les bandas. Il y en a qui parlent quand même le même dialecte. Mais bien sûr, par exemple, les bandas, les Linda, les Togo, ils parlent la même langue. D'accord. Et tu prends par exemple les Baya Kaka, les Baya Carré, eh bien ils parlent la même langue. Ils sont les Baya. Et les Sara, tu trouves les Sara, bon. Alors, ça se trouve que ces différentes composantes-là sont présentes chez nous en Centrafrique. On retrouve quelques branches au Soudan. Les Sahara sont ailleurs, dans les pays frontaliers. Dans les pays frontaliers, voilà, on les trouve. Donc la frontière les sépare. Juste, c'est la frontière qui les sépare. La frontière qui les sépare l'occupant français, etc. Ne sépare pas vraiment ces populations-là. Donc, il n'y a pas de conflit entre ces différentes composantes de notre peuple. Notre peuple a toujours vécu ainsi en harmonie depuis des milliers d'années. Donc, nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Les branches d'un même arbre qui pousse dans ce pays qu'on appelle la Centrafrique Nord, la terre de nos ancêtres. Il n'y a pas de conflit en ce genre-là. Donc, ça se trouve que ces populations qui se déplacent. Et une chose, nous accueillons, par exemple, ces derniers temps, les Poulards, les Mbororo, qu'on appelle les Peuls, qui étaient dans les campements au nord du Nigeria, à l'est du Niger, à l'ouest du Tchad, lorsqu'ils ont été victimes des agressions criminelles de Boko Haram, eh bien, on les a déportés chez nous. Donc, on devrait les mettre dans des campements en attendant que les choses se rétablissent pour que certains rentrent. Mais il y a quelques éléments qui sont là depuis quelques décennies, à qui on pourrait donc donner la nationalité centrafricaine et puis comme telle. Mais ça ne veut pas dire que des populations venues d'ailleurs, parce que ces populations ne sont pas des Bantous. Tout ce que je vais citer ici, on les appelle le peuple Bantou, puisque nous disons que la République centrafricaine, c'est le berceau des Bantous. Eh bien, les Bantous sont ceux que nous avons cités, qui sont les Centrafricains. Eh bien, merci beaucoup, parce qu'on me signale qu'on arrive au terme de l'émission. Je vais juste poser une question au docteur. Et donc, parce que si on parle de l'indépendance, c'est qu'il y a des pères de l'indépendance. Voilà. Donc, je voulais vous demander un mot sur le père de l'indépendance de la Centrafrique, qui est Barthélemy Boganda, et puis également ceux qui sont venus après lui, par exemple l'empereur Bokassa. Quelques mots sur eux, pas très loin, parce qu'on on est à la fin. Bon, c'est le père de l'indépendance en Centrafrique, c'est Barthélemy Boganda, qui fut prêtre d'abord et qui par la suite est devenu député, homme politique, et qui, d'ailleurs, c'est lui qui a créé l'hymne national, c'est lui qui a le drapeau, c'est lui, et qui prônait donc les États-Unis de l'Afrique centrale. C'est-à-dire, on va vers l'indépendance, mais à seul,
on va être vraiment une poussière. C'est-à-dire Donc, l'union, mettons-nous quoi, l'union. ensemble. Ouais. Et cette idée a été combattue. À l'époque, De Gaulle a mal vu. Donc, cette idée, et puis chacun individuellement est parti. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'idée a été récupérée par la suite par De Gaulle lui-même. Ce qui a donné la communauté européenne. Au nombre de 6. Ouais. Et les 6 figurent toujours Sur le drapeau Sur le européen, drapeau européen, les étoiles, voilà. Voilà. Donc c'est cette idée qui était combattue, mais ça a été repris. Donc Et on ne voulait pas que ça soit en Afrique, mais, En Europe. Voilà. mais c'est mieux en Europe. Voilà. Donc la tendance aujourd'hui, c'est ça, c'est se mettre ensemble. Donc l'union fait la force. Mais en ce temps-là, c'était combattu. Vous voyez, donc il y a au moins ça qu'on peut retenir de Boganda. Alors, et il est mort prématurément, même jeune, parce qu'il est mort à 49 ans. Et puis, en 59. 29 et peu après, quelques 4 mois après, donc la proclamation de la République. Et puis, en ce temps-là, c'était un gouverneur, un haut commissaire qui représentait De Gaulle ou qui représentait la France, qui dirigeait le territoire. Et ce n'est qu'en 1960, 13 août, que Malraux est venu à Bangui pour dire, alors maintenant, vous êtes indépendant. Il a lu un papier, le même, et qu'il passait de territoire à territoire tous les 2 jours. Alors pour donc faire proclamer donc la République. Et cette année... Vous étiez jeune en ce moment. Oui, moi, parce que moi j'ai assisté. Oui, j'ai assisté effectivement à cette proclamation de la République. Donc c'est... Donc vous avez vécu cette histoire, l'histoire. Oui, je l'ai vu de Gaulle, au Boganda, moi je l'ai vu quand il passait dans la ville où j'étais, à l'école primaire. D'accord. Eh bien voilà, donc franchement, une émission extrêmement intéressante que sur votre pays. Vous nous avez appris énormément de choses, et les professeurs Passema et Bissengue. Donc nous vous remercions d'être passés sur ce plateau. De toute façon, ce n'est que partie remise, parce que nous allons encore revenir parler de la Centrafrique, des peuples de la Centrafrique. Aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses par vos interventions. Donc je remercie le directeur de la régie, Faisal Sidiki. Je remercie également le PDG de la chaîne, Hamza Taj. Je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Donc vous allez aujourd'hui beaucoup apprendre sur la République centrafricaine. D'ailleurs, vous pouvez donc vous y rendre en tourisme. Je pense que maintenant, le pays, quand même, il y a suffisamment de sécurité. Ah oui, bien sûr. Voilà, pour accueillir les gens et découvrir ces peuples. Ces peuples. Justement. Voilà, nous organiserons ces jours-ci, du jour à venir, des conférences sur cette thématique, des conférences publiques où nous réunirons donc les intellectuels et universitaires centrafricains pour approfondir cette thématique avec la participation de tous nos compatriotes qui doivent venir ainsi apporter leur contribution pour clarifier notre histoire. Merci beaucoup, professeur. Eh bien, je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.